voici la capitale de Birmanie. Une immense ville fantôme abritant une dictature, menant une guerre contre ses propres habitants, alimentée par du narcotrafic. Une guerre civile qui, depuis 3 ans, déchire le pays. Ce qui s'apparente à une dérive génocidaire. Pourtant, la Birmanie était avant un royaume bouddhiste prospère. Que s'est-il passé? Qui finance la dictature? Alors j'ai enquêté, et j'ai découvert comment ce virus de la dictature s'est développé, mais aussi comment un peuple s'organise pour reconquérir sa liberté. On est en février 1941 à Bangkok et un espion japonais part pour la Birmanie. Alors, pour rappel, la Birmanie à cette époque c'est une colonie britannique. Un siècle plus tôt, 3 guerres contre le puissant royaume de Konbong ont permis aux Britanniques de conquérir cette terre. Et en ce mois de février 41, il se pourrait bien que la Birmanie ne soit plus britannique, mais bien japonaise. Car oui, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, et le Japon étend son empire. Revenons-en à notre cher espion. Il a 26 ans, oreilles pointues, mâchoire carrée et crâne rasé. Et en partant pour la Birmanie, ce jeune Aung San espère former une armée de Birmans pour aider les Japonais. En fait, Aung San est un indépendantiste birman, et n'a qu'un mot à la bouche, liberté. Liberté du peuple birman. En Birmanie, il parvient à réunir un groupe de 30 hommes, les 30 camarades, qui l'emmènent à Hainan pour se former. Bon, je ne vais pas tous vous les présenter, mais il y en a un dont vous devez retenir le nom. Celui-ci, un certain Ne Win. Et puis, le 1er août 1943, avec Aung San, le Japon annexe la Birmanie. Il fonde d'elle une dictature militaire et proclame l'indépendance de la Birmanie. Sauf que Aung San se rend compte qu'il a été trompé. Cette dictature militaire est totalement soumise aux Japonais. C'est un gouvernement fantoche. Alors en 1944, Aung San change de camp et aide les Britanniques à reconquérir la Birmanie. Sauf qu'après, la Birmanie réintègre l'Empire britannique. Rien n'a changé. Commence alors une lutte politique entre Aung San et ses anciens alliés. Et finalement en 1947, ça y est, il négocie enfin l'indépendance du pays. La nouvelle constitution prévoit la création d'un état où les minorités seront respectées et où chaque peuple aura sa part d'autonomie. Le voici donc le rêve d'Aung San, la création d'une union birmane, un état fédéral. Tout se passe pour le mieux, Aung San forme son futur gouvernement, et puis un matin, il tient une réunion quand, soudain, des hommes armés entrent. Sous l'ordre d'un rival politique, 7 ministres et le père de la nation birmane sont assassinés. Plus rien ne sera comme avant. La Birmanie est proclamée indépendante, mais sans le charisme et la légitimité d'Aung San, les nombreuses minorités ethniques ne reconnaissent pas le nouveau gouvernement. Alors ces minorités prennent les armes et se soulèvent. C'est la guerre civile. Le rêve d'une Birmanie unifiée est définitivement mort. Il ne reste plus qu'une lueur d'espoir pour poursuivre le combat d'Aung San, sa fille, Aung San Suu Kyi. Mais en attendant qu'Aung San Suu Kyi ne grandisse, le chaos s'installe et la Birmanie s'affaiblit. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, en 1949, il se produit ça. Mao Tse-tung remporte la guerre civile chinoise. Ses adversaires, l'armée du Kuomintang, fuient vers Taïwan, et aussi vers la Birmanie. Le Kuomintang s'implante dans l'état de Shan, où il y développe le trafic d'opium et d'héroïne pour se financer. Alors, en 1958, face à toutes ces menaces, Kuomintang, drogue et groupes armés, le président UNU fait appel à l'armée, la Tatmadaw. Voici son chef, un certain Ne Win. C'était un des tout premiers compagnons d'Aung San dans la lutte pour l'indépendance. Et après la décision d'UNU, le voilà à la tête de la Birmanie. Bon, ça reste provisoire et en 1960, UNU reprend le contrôle du pays. Mais du côté de Ne Win, ces 2 années ont été particulièrement jouissives et intéressantes. Il sait maintenant ce que ça fait d'être à la tête d'un pays de 20 millions d'habitants. D'autant plus que de retour au pouvoir, UNU enchaîne les échecs et ne parvient pas à redresser le pays. Dans l'ombre, Ne Win prépare quelque chose. Le 1er mars au soir, Ne Win et ses généraux assistent à une représentation du lac des cygnes de Tchaïkovski. Mais pendant ce temps, le reste de l'armée s'active. Dès 11 h du soir, l'aéroport de Rangoon, la capitale, est fermé. À 1 h du matin, les premiers blindés filent discrètement vers la capitale. Et puis, ils commencent à arrêter des personnalités politiques et emprisonnent les membres du gouvernement. Le jour se lève sur la capitale. Le général Ne Win devient dictateur de la nouvelle junte birmane. La Birmanie est désormais infectée par le virus de la dictature.
Et que fait un virus pour se développer? Il aspire les ressources de son hôte. Ne Win isole la Birmanie du reste du monde et instaure une politique socialiste. Et alors que l'État s'enrichit, pour la population c'est un immense désastre. Des millions de Birmans sombrent dans la pauvreté. Beaucoup se tournent alors vers la culture de pavot, et le trafic de drogue explose. Des seigneurs de guerre comme Kunsa créent de véritables empires de la drogue. It has been said that you control as little as 30% or as much as 90% of all the opium that is grown in the Shan state. What is the true amount? 80% of the Shan state's opium production is roughly 1,000 tons of opium a year. At $300,000 a ton, that's $300 million for Kunsa. Et que fait le dictateur Ne Win? Il pratique l'astrologie et impose des mesures tout à fait absurdes. En voici une. Il impose aux voitures de rouler à droite, alors que le volant des voitures, lui, reste à droite. Ouais, c'est plutôt dangereux. Les années passent, et la Birmanie se classe parmi les pays les moins avancés. C'en est trop. La colère gronde en Birmanie. La révolte arrive. Le 12 mars 1988, des étudiants manifestent contre la dictature. Rapidement, la protestation se répand. Un vent de liberté souffle sur la Birmanie. En réponse, la junte militaire envoie ses chars et tire sur la foule. Plus de 100 manifestants sont tués. Mais malgré la répression, la révolte gagne le pays. Et le 23 juillet, Ne Win démissionne. Sauf que, problème, la junte militaire reste agrippée au pouvoir. Alors la révolte s'intensifie. Au milieu de ce chaos, une femme de 43 ans observe la situation. Elle vient tout juste de rentrer dans son pays pour s'occuper de sa mère vieillissante. Cette femme, c'est la fille d'un homme qui a été assassiné 40 ans auparavant. Vous l'avez deviné, cette femme, c'est la fille d'Aung San, Aung San Suu Kyi. Et le 18 septembre 1988, elle assiste à un nouveau coup d'état de l'armée qui déclare la loi martiale. Aung San Suu Kyi est indignée, il est grand temps d'agir. 10 jours plus tard, elle fonde la Ligue nationale pour la démocratie, la LND, et appelle à la résistance. S'inspirant de Gandhi, elle parcourt la Birmanie pour diffuser son message. Le peuple birman voit en elle l'espoir de la démocratie et de la paix. Elle seule pourra chasser la junte et réunifier la Birmanie. Tout cela finit par aboutir en 1990 à une élection. Voici le plan de la junte pour les remporter. Créer une multitude de partis fantoches, tous affiliés à l'armée. Mais dommage, la LND remporte les élections avec une écrasante majorité. L'humiliation pour la junte. Alors, la Tatmadaw utilise ses bonnes vieilles méthodes, annule les résultats des élections et emprisonne Aung San Suu Kyi. Mais pas question de renoncer au combat, d'autant plus qu'une fois en prison, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur. La peur de perdre le pouvoir corrompt ceux qui l'exercent, et la peur du fléau du pouvoir corrompt ceux qui y sont soumis. La communauté internationale la soutient et inflige des sanctions à la dictature. Mais la junte n'est pas près de céder, et pour mieux s'adapter, ce virus s'apprêtait à muter. Voici la plus grande mine de jade du monde. Elle est contrôlée par la junte militaire et s'étend sur des dizaines de kilomètres. Le sol birman est en fait l'un des plus riches d'Asie, alors ce sont des dizaines de mines qui sont creusées. La junte se dote également de puissants conglomérats. Des conglomérats regroupant des banques, des industries, des complexes touristiques, collaborant directement avec des entreprises extérieures comme Total Energy. Pire, la junte coopère aussi avec des narcotrafiquants. Voici Lo Shin Han, un narcotrafiquant à la tête d'une gigantesque production d'héroïne, avec plus de 17 usines d'héroïne à son actif. Et c'est aussi l'homme qui a financé le mariage de la fille du dictateur. Car la junte tisse des liens avec des réseaux de criminalité, des trafiquants d'êtres humains, de méthamphétamine ou encore des centres de hacking. Elle tolère leurs activités en échange de bénéfices. En fait, après 1990, la junte mute en une sorte de mafia militaire impitoyable. Et où va tout cet argent? Eh bien notamment dans la construction d'une nouvelle capitale, Naypyidaw. Une immense ville faisant la taille de 6 fois New York et abritant des autoroutes de 20 voies. Pourtant, vous l'avez vu en introduction, la population ne serait que de quelques milliers d'habitants. Alors pourquoi avoir construit une telle ville? Eh bien, rappelez-vous de 1988. À Naypyidaw, sans habitants, aucun risque de révolte. Et avec de larges routes, on peut facilement y faire déplacer des chars, ou même des avions. Tout est conçu pour protéger la junte militaire coûte que coûte. Naypyidaw est en fait une gigantesque forteresse militaire au cœur de la Birmanie. 2007. Une nouvelle révolte ébranle le pays. Malgré tous ses efforts pour se maintenir au pouvoir, la junte reste fragile. Alors notre virus va de nouveau muter et entrer dans une phase dormante. En 2008, la junte rédige une constitution visant à créer un gouvernement démocratique pour 2010.
Et effectivement, en 2010, Aung San Suu Kyi est libérée après 15 ans de prison. Depuis le début de son engagement politique en 1988, Aung San Suu Kyi était le porte-drapeau de l'espoir de son peuple. La junte militaire qui ne voulait pas céder le pouvoir l'avait assignée à résidence voilà 6 ans, en juillet 89. Un nouveau gouvernement non militaire se forme. Sauf que voici son chef, Thein Sein. Certes, ce n'est pas un militaire, c'est un retraité, mais ça reste un ancien membre de la junte. Et puis, surtout, le problème majeur de cette démocratisation, c'est sa constitution. Elle garantit à l'armée 25% des sièges du Parlement et le contrôle des ministères de la Défense, de l'Intérieur et des Frontières. Enfin, petit détail qui a son importance, elle interdit la fonction de président à toute personne mariée avec un étranger. Car devinez qui a précisément un mari étranger? Aung San Suu Kyi. Mais qu'importe, elle est libre et va tout faire pour que son parti, la LND, remporte les élections de 2015. Celle que l'on appelle désormais Mère Suu part faire une tournée à l'international et séduit les dirigeants du monde entier. Et en 2015, son parti remporte les élections. Mieux, un an plus tard, le gouvernement de la LND réussit à contourner la constitution en créant un poste de conseillère d'État. Il permet à Aung San Suu Kyi de devenir la nouvelle dirigeante de Birmanie sans être présidente. Ça y est, après des années de souffrance, de prison, de combats acharnés, Aung San Suu Kyi a réussi. Mais l'armée est toujours là et cherche à le rappeler, à montrer au monde son importance. En 2016, une opportunité se présente. Des terroristes tuent une dizaine de policiers birmans. Voici la minorité des terroristes, les Rohingyas. Cela fait des années que cette minorité musulmane est persécutée. Ils n'ont d'ailleurs même pas le droit d'avoir la nationalité birmane. Un an après l'attentat, pour se venger des terroristes, l'armée commence une opération de nettoyage ethnique. L'ONU parle de nettoyage ethnique. Ils brûlent nos maisons. Juste avant que l'on traverse, ils ont tiré sur des gens. Ils ont tout brûlé. Le voyage est difficile. Oui, ils ont tué les gens sur les routes, ceux qui marchaient. L'armée birmane a brûlé des milliers de maisons au moins et ouvert le feu sur des civils qui y habitaient. Des villages sont brûlés, bombardés. Les Rohingyas sont pourchassés et des dizaines de milliers d'entre eux sont massacrés. Près de 700 000 Rohingyas sur une population d'1 million fuient vers le Bangladesh. Et ils ne sont pas les seuls à subir la répression militaire. Les Karen, les Chin, les peuples minoritaires des frontières sont régulièrement bombardés et massacrés par l'armée. On en entend beaucoup moins parler, mais les minorités chrétiennes sont aussi la cible des militaires, qui bombardent des églises et commettent plusieurs massacres. Mais que fait donc la prix Nobel de la paix? Eh bien, rien. Rappelez-vous donc de la Constitution de 2008. Le gouvernement d'Aung San Suu Kyi n'a aucun pouvoir sur la situation. Alors, certains souhaitent qu'au moins elle reconnaisse et condamne verbalement ses crimes. Un dilemme commence pour Aung San Suu Kyi. Faut-il condamner ses atrocités au risque de se fâcher avec la junte ou se taire? C'est la deuxième option qui sera finalement choisie. La décision provoque la colère des Occidentaux et Aung San Suu Kyi est condamnée. Many people, including those who would be sympathetic to you, look at the situation and say, why hasn't she spoken out? Here's an icon of human rights. What do you mean by speaking out? Now, Fergal, this question has been asked since 2013, when the troubles, the last round of troubles broke out in the Rakhine. And they would ask me questions and I would answer them and people would say I said nothing, simply because I didn't make the kind of statements which they thought I should make, which was to condemn one community or the other. So what we're trying to go for is reconciliation, not condemnation. Do you ever worry that you will be remembered as the champion of human rights, the Nobel laureate who failed to stand up to ethnic cleansing in her own country? No, because I don't think there's ethnic cleansing going on. I think ethnic cleansing is too strong an expression to use for what's happening. Mais dans son pays, la population birmane continue à la soutenir, et Aung San Suu Kyi gagne en popularité. En 2020, elle remporte avec une écrasante majorité les élections. Sauf que là... Encore un coup d'état. Aung San Suu Kyi est de nouveau emprisonné et le trafic de drogue explose de nouveau. Mais pour la population birmane, c'est le coup d'état de trop. Une vague de manifestations secoue le pays avant d'être brutalement réprimée. Alors la population entre en résistance. Le LND crée les forces de défense du peuple pour mener la résistance. Des milliers de jeunes de la Gen Z qui ont grandi dans la semi-démocratie d'Aung San Suu Kyi rejoignent la résistance. D'ailleurs, regardez sur cette photo. C'est un symbole issu d'une trilogie bien connue en Occident, qui sera massivement réutilisée en Birmanie. Alors, petit indice, cette trilogie parle d'un monde rongé par la pauvreté, gouverné par une violente dictature et où une femme incarne à elle seule toute la résistance, Hunger Games.
Face à eux, l'armée birmane se dote de technologies de pointe fournies par la Chine et la Russie. Elle mène une répression impitoyable, incendiant des villages entiers et bombardant chaque jour des hôpitaux, des lieux de culte et des écoles, comme sur cette image. Mais la résistance ne se laisse pas faire. Et le 27 octobre 2023, deux groupes armés de l'état de Shan lancent une offensive éclair, capturant une cinquantaine de camps militaires. C'est l'opération 10-27. Les autres groupes armés en profitent et mènent une série de victoires. 30 villes et une centaine de bases militaires sont capturées. À l'heure où je tourne cette vidéo, en juin 2025, la junte militaire birmane ne contrôle plus que 43% du territoire. À vrai dire, même la Chine se détourne de la junte militaire et fournit également des armes aux divers groupes de résistance. L'impitoyable Tatmadaw est aujourd'hui sur le point de s'effondrer. Et après ? Aujourd'hui, à part Aung San Suu Kyi, peu de personnes peuvent assurer la présidence de la Birmanie. Le problème, c'est que Mehrsoe a 80 ans, souffre de problèmes de santé et peut à tout moment mourir dans sa prison. Et sans elle, le pays pourrait sombrer dans l'anarchie. Rappelez-vous donc de la Libye ou de la Somalie après le départ de la dictature. Car si presque tous les groupes ethniques sont opposés à la junte, chacun a des revendications différentes. Aujourd'hui, ce pays brisé par la guerre, ce pays qu'on a choisi d'oublier, est à un moment décisif de son histoire. À notre échelle, la seule chose que nous pouvons faire est de soutenir des associations qui luttent pour préserver les droits humains. Je vous mets des liens dans la description. Et espérer que ce combat vieux de 60 ans permette à la Birmanie de retrouver la paix. Et surtout, une valeur si chère à l'humanité et qui résume à elle seule tout le combat birman depuis des années. La liberté.